On peut dire qu'il y a 22 faux contacts chez les non-vaccinés, parce que sinon ils seraient tombés malades, 42 moins 20. Ça fait un taux, une proportion de faux contacts de 52,4%. Maintenant, par hypothèse, je suppose que la vaccination en post-exposition est inefficace. Ça pourrait être le cas. Il y a donc 61 moins 18, 43 faux contacts chez les vaccinés, proportion 70,5%. Compte tenu des nombres 61 et 42 qui ne sont pas négligeables, ces deux proportions 70 et 52% sont très significatives que la proportion des faux contacts est beaucoup plus élevée chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. On ne l'a peut-être pas fait exprès, mais ça annule la qualité de la méthode. Quelles seraient les conditions pour valider une telle méthode? Chaque contact devrait, d'une part, avoir la même probabilité d'être vacciné. C'est pas sûr, en pratique. Et surtout, les contaminations et la vaccination devraient se faire de manière indépendante, c'est-à-dire qu'on devrait vacciner quelqu'un indépendamment du fait qu'il a été contaminé ou pas. Or, de façon à avoir la même proportion de faux contacts, et aussi de vrais contacts d'ailleurs, chez les vaccinés et chez les non-vaccinés. Ce sont deux conditions qui sont impossibles à satisfaire et impossibles à vérifier. Par conséquent, cette méthode ne vaut strictement rien sur le plan scientifique. Et pourtant, elle a été utilisée. Alors, j'ai reproduit ici une diapositive qui a été présentée par un expert de l'Institut de veille sanitaire au cours de la formation de formateurs à la vaccination antivariolique en 2003. Stratégie de recherche et d'intervention autour des cas. J'ai rien changé à la diapo. À gauche, la principale stratégie ayant permis l'éradication a été la recherche active des cas et de leurs contacts. Vous constaterez par un mot sur la vaccination. Intervention autour des cas, c'est surtout par rapport à la situation actuelle si la variole revenait. Isolement immédiat des cas, c'est ce qu'on faisait aussi au cours de la campagne d'éradication. Identification et vaccination immédiate des contacts, c'est ce qu'on faisait aussi. Suivi des contacts pour vérifier l'absence d'apparition de symptômes. Surveillance de la température, cela, ça se ferait aujourd'hui si la variole revenait. Je ne pense pas que ça se faisait à l'époque. Quelles sont maintenant les preuves immunologiques pour affirmer l'efficacité de la vaccination des contacts? Alors l'INVS, l'Institut de veille sanitaire, a publié en 2001, fin 2001, le 25 octobre, vous savez, dans cette situation apparemment très chaude où on nous disait que la variole pourrait revenir après l'effondrement des tours de New York et les attaques soi-disant bioterroristes à l'anthrax aux États-Unis. On y lit, des anticorps neutralisants sont réputés refléter le niveau de protection, bien que cela n'ait jamais été validé sur le terrain. La primo-vaccination à partir du 10e jour, revaccination 7 jours. Anderson, en 1971, les anticorps neutralisants apparaissent vers le 6e jour de la maladie. Et le même Anderson en 1999, alors cité par l'INVS, qui a fait une traduction. Alors je vous la lis. Comme la réponse immunitaire à la vaccination se développe 4 à 8 jours plus tôt qu'après l'infection naturelle, la primo-vaccination dans les 3-4 jours suivant le contact atténue ou évite le développement de la maladie. Là, il y a quelque chose d'un peu incompréhensible au niveau des jours. Mais il y a probablement une petite erreur dans la traduction. Ça doit vouloir dire si la vaccination est pratiquée dans les 3-4 jours après le contact. Les anticorps vaccinaux apparaîtront 4 à 8 jours plus tôt qu'avec l'infection naturelle. À ce moment-là, c'est cohérent parce que si c'est le jour même, donc à 0 jour après le contage, ils apparaissent 10 jours après le contage, c'est ce qu'on nous a dit, soit 2 jours avant le début de la maladie, puisque la moyenne de l'incubation c'est 12 jours, contre 6 jours après le début de l'infection, soit 6 plus 2, 8 jours plus tôt. Et si c'est 4 jours, eh bien ce sera 8 moins 4 égale 4. Donc c'est sans doute comme ça qu'on peut le comprendre. Par contre, d'en déduire que cela atténue ou évite le développement de la maladie, c'est une affirmation purement gratuite de la part d'Anderson. Dans un document OMS 2010, Recherche sur le virus variolique, dont je parlerai tout à l'heure, on y lit « Notre connaissance des paramètres immunologiques en corrélation avec la protection contre les poxvirus virulents, c'est-à-dire les virus de la variole, est encore limitée, bien qu'elle ait progressé au cours des dernières années. » Alors pensez en 1970. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on ne connaît pas suffisamment les fondements de l'immunologie, on ne peut pas se permettre de faire des raisonnements. Personnellement, je ne connais rien à l'immunologie, mais je sais ce que c'est qu'un raisonnement. Ça ne peut pas marcher comme ça. Alors, 1988, l'expertise OMS se contredit pour les régions de forte densité. Alors, c'est un document OMS de 1500 pages qui a été publié en 1988, en ligne aujourd'hui
sur le site de l'OMS, en ligne par morceaux, parce que c'est assez énorme, et cité par le rapport INVS de 2001. On y lit. Les stratégies de contrôle ont réussi car la transmissibilité y était limitée, la transmissibilité de la variole. On lit aussi l'immunité générale qui aurait été nécessaire pour éradiquer la maladie était proche par la vaccination, était proche de 100%. Alors, transmissibilité limitée, immunité proche de 100% pour vaincre la maladie, c'est complètement contradictoire. Si par exemple, on a 95% d'immunité, l'équilibre est obtenu pour R0 égale 20, R0 étant le nombre de personnes contaminées par un malade. Un malade contamine 20 personnes, la situation d'équilibre est à 95% d'immunisés. 98% correspond à 50, 99% à 100. Alors si chaque varioleux contaminait ne serait-ce que 20 personnes, et il faudrait même aller plus, on ne peut pas parler de transmissibilité limitée, c'est pas vrai. Donc il y a incompatibilité entre ces deux affirmations. Le rapport final s'oppose d'ailleurs à R0 grand. Il nous dit R0 était estimé entre 1 et 5 par des études minutieuses. Je vous lisais tout à l'heure, beaucoup des contacts vivant sous le même toit échappaient à la maladie. On lit encore, la variole était une maladie à propagation lente. Et le R0 mesure la capacité d'accélération d'une épidémie. Si R0 égale 4, la capacité d'accélération est moins grande que si c'est 20 ou 50. L'idée selon laquelle la variole provoquait souvent des épidémies foudroyantes se révéla sans fondement. Anderson en 1971, on est aisément venu à bout de la variole, même dans des régions où moins de la moitié de la population était vaccinée. Chaque varioleux ne contamine en moyenne que 2 à 4 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et si ça voulait dire que l'hypothèse Bourgwald avait été validée par cette même expertise, même à son insu? Je prends un exemple avec 5 cas secondaires par cas index, cas initial. 80% d'immunisés. Selon les hypothèses classiques, il faut R0 égale 25, qui correspond à 96%, pour avoir 5 cas secondaires parmi les 20% de personnes qui sont dites susceptibles, c'est-à-dire non immunisées. C'est facile. Un malade contamine 25 personnes, 20%, c'est-à-dire 5, tombent malades. Mais ce raisonnement n'est valable, ce calcul, que sous la condition que l'hypothèse Bourgwald soit fausse. Parce que si elle est vraie, il suffit d'avoir R0 égale 5. Un malade contamine 5 personnes, on vaccine ces 5 personnes à chaud en tant que contact, même s'il y en a 4 parmi elles qui sont immunisées par d'anciennes vaccinations ou d'anciennes varioles, elles tomberont toutes malades, c'est l'effet Bourgwald. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'aller chercher R0 égale 25. Comme cette même expertise invalide la conclusion R0 très grand, on peut tout à fait envisager que l'hypothèse Bourgwald n'était pas fausse et pratiquement démontrée par les contradictions de cette expertise. Des affirmations hâtives. Dans le rapport INVS 2001, on lit ceci. Dans les zones densément peuplées, le constat de la nécessité d'une couverture vaccinale c'est très élevé pour y interrompre la transmission. Et je suis désolé, ce n'est pas un constat, c'est une pure supposition. Si vous acceptez l'effet Bourgwald, avec 100% d'immunisés, je dis bien d'immunisés, pas de vaccinés dans une population, on peut avoir une flambée. Je vous explique. Évidemment, il faut qu'il y ait une importation de variole dans cette maladie, dans cette population, pardon. Ce malade, qui arrive par avion si vous voulez, il contamine 10 personnes autour de lui. Comme ces 10 personnes sont immunisées, c'est mon hypothèse, il ne se passe rien, l'épidémie s'arrête. Mais, si vous les vaccinez à chaud, l'effet Bourgwald entraîne que ces 10 personnes vont faire la variole. Si chacune de ces 10 personnes contamine 10 personnes, ça va faire 100 contaminés. Si vous ne faites rien, puisqu'ils sont immunisés, ça s'arrêtera. Si vous les vaccinez tous à chaud, l'effet Bourgwald signifie que ces 100 personnes vont faire la variole. Et vous pouvez ainsi, après une importation évidemment, provoquer une épidémie de variole dans une population qui était pourtant immunisée à 100%. Si par exemple cette population avait été immunisée à 100% grâce à des vaccinations antérieures remarquablement efficaces, tout le monde dirait, constatant cette épidémie, ah ben ces vaccinations anciennes n'ont pas été efficaces. Alors qu'en réalité, elles avaient été très efficaces, et on ne verra pas que c'est la vaccination supplémentaire pratiquée à chaud qui a tout démoli. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris ou pas voulu comprendre. Alors maintenant, une deuxième partie, l'expérimentation animale sur le virus de la variole, qui ont été menées entre 1999 et 2010 sur des singes et des souris, avec des virus adaptés
le virus de la variole du singe ou le virus de la